Chers amis de la science, salut! Aujourd'hui vous vous trouvez sur mon lieu de travail, c'est d'ailleurs pourquoi j'affiche un grand sérieux. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui est de vous présenter le quotidien de la recherche, ou plus exactement, mon quotidien. Mais d'un laboratoire à l'autre, ou d'un domaine à l'autre, eh bien ce quotidien peut vraiment beaucoup changer, donc il faut surtout pas prendre ça en référence. Et tout part d'un épisode pilote que j'ai déjà tourné, que certains ont déjà vu sur les réseaux sociaux, où en fait je filmais une de mes expériences, une des manips que j'étais en train de faire, j'ai rajouté de musique, je la passais en accéléré, et il y avait des commentaires écrits, et puis c'était tout. On va reprendre ce même principe, sauf que je vais introduire, je vais rajouter des commentaires pendant la manip, bref ça va être un peu plus grand. Tout ça pour que vous compreniez bien le quotidien de la recherche, que vous compreniez bien cette expérimentation, et pour que vous vous rendiez compte un petit peu de tout ce que cela implique. Et par-dessus tout, mon objectif tout au long de cette vidéo, c'est de vous parler de la méthode scientifique, en particulier de la méthode scientifique au quotidien. Parce qu'on a tendance à parler de méthode scientifique sur internet, il y a des chaînes YouTube qui font ça très bien au demeurant, mais c'est devenu un bien grand mot qui signifie un tas de choses, de la technique, de la rigueur, une sorte d'arme face à la conspiration et à la désinformation. Mais au quotidien, c'est vrai que c'est pas tout à fait ça. Enfin si, mais c'est pas pareil. Et avant de démarrer, quelques mots sur cette expérience, car tout commence par une problématique, une question à laquelle on veut répondre. Ici, il s'agit d'un projet qui vise à comparer les populations bactériennes dans des sols qui ont subi des traitements différents, à savoir des amendements différents qui apportent, entre autres, de la matière organique dans les sols. Parmi ceux-là, vous trouverez par exemple du lisier de porc, du digestat lisier de porc, du fumier de volaille, de bovin, etc. Que des bonnes choses, hein. Et on appelle ce genre de choses des produits résiduels organiques. Vous y penserez la prochaine fois qu'on vous a dit que vous avez fait du travail de pro. À partir de cette question, plusieurs choses. On commence bien sûr par formuler des hypothèses. Quels résultats pourrait-on bien obtenir? Est-ce que nous nous attendons à quelque chose de particulier? On pourrait très bien ne s'attendre à rien. Ici, on ignore si les amendements auront un impact sur l'abondance de nos bactéries dans le sol, par exemple. Il y a un contexte assez vaste autour de cette expérience, les chercheurs s'intéressent au sol, notamment parce que leur qualité et leur bonne santé est indispensable à notre agriculture. Le fait est qu'ils sont plutôt mis à mal depuis de nombreuses années, par les pratiques agricoles certes, mais pas seulement. On cherche donc à connaître l'impact de nos pratiques agricoles sur les sols. En l'occurrence, nous voulons savoir si nos bactéries sont toujours aussi nombreuses dans un sol qui a été amendé. Est-ce que ces amendements ont bien dégradé les populations bactériennes, tout simplement? Car en l'état actuel des connaissances, sur du long terme, on n'en est pas tout à fait sûr. Car les bactéries ont bien sûr un rôle à jouer dans les sols comme un tas d'autres organismes. Les bactéries dégradent les matières organiques, les rendant par exemple disponibles pour les plantes. À titre indicatif, car c'est un chiffre qui peut pas mal varier d'une condition à l'autre, eh bien pour 1 gramme de sol sec, on peut trouver 10 puissance 9 bactéries. 1 milliard! Voilà, le milliard! Non, vous rêvez pas. 1 milliard. Oui. Les bactéries du sol peuvent aussi dégrader les produits chimiques, comme certains pesticides toujours présents dans les sols, malgré qu'ils soient interdits depuis plusieurs années. Ce qui est le cas de l'atrazine, un produit herbicide qui a été utilisé en France et interdit en 2003. On en trouve encore dans le sol et on peut imaginer que si les bactéries n'étaient pas là, eh bien les quantités seraient juste hallucinantes. Et c'est pourquoi ce projet s'intègre dans un grand projet national où plusieurs instituts travaillent sur plusieurs sites expérimentaux et le but c'est de s'intéresser au sol, de l'étudier sous toutes les coutures possibles. Et ceci sur du long terme, à savoir pendant 10 ans. Et pour ma part, j'ai travaillé sur une partie qui s'est intéressée aux bactéries et aux virus, du sol donc. Pour ceux qui suivent la chaîne avec assiduité, vous reconnaîtrez Kevin, qui en plus d'être mon brasseur personnel, est également un doctorant qui bosse dans ce même projet, mais lui s'intéresse aux COV. Mais dis-moi Kevin, c'est quoi les COV? L'acronyme COV signifie composés organiques volatiles. Alors vous allez me dire, bon, c'est quoi les composés organiques volatiles? C'est simple, ce sont toutes des molécules qui, à température ambiante et à pression atmosphérique, la pression qu'on a tous les jours, sont sous forme de gaz. Donc vous en connaissez beaucoup, sans savoir forcément que ce sont des COV, tels que l'acétone, l'éthanol ou encore le chloroforme. Et il y en a en fait des dizaines et des dizaines dans l'atmosphère. Alors si tu veux, les COV sont produits dans le sol par les micro-organismes, tels que les bactéries par exemple, qui lorsqu'elles dégradent la matière organique, lorsqu'elles la mangent, vont produire un COV, un ou des d'ailleurs. Donc du coup, un de mes objectifs de thèse, c'est de quantifier et d'identifier les COV qui sont émis par les sols. Et dans un deuxième temps, on va essayer d'identifier des relations entre ces COV et les micro-organismes qui sont dans le sol, et les caractéristiques du sol, et les conditions climatiques dans lesquelles on a échantillonné ces molécules. Alors, je suis vraiment navré, mais j'ai une question ultra fatidique pour toi, que tout le monde se pose bien sûr, mais dis-moi, à quoi ça sert? Déjà, je te répondrais bien par une vidéo du professeur Lablouse, mais je crois qu'elle est pas encore sortie. Ça viendra effectivement, je te remercie pour la pub. Alors, les COV ont plusieurs enjeux.
Déjà, premièrement, que lorsqu'ils sont émis dans le sol, ils participent à des processus écologiques importants, de la régulation de certaines communautés. Mais autrement, ils peuvent être émis par le sol et arriver dans la troposphère et participer à des réactions chimiques très importantes qui vont par exemple faire de l'ozone troposphérique ou ce qu'on appelle les aérosols organiques secondaires. Mais là du coup tu vas me dire que l'ozone c'est bien, ça nous protège des rayons, des UV, mais en fait oui, dans la stratosphère, donc il y a une couche un peu plus haute dans l'atmosphère, mais dans la troposphère, l'ozone qu'on appelle du coup l'ozone troposphérique, ça participe au réchauffement climatique d'une part. Deuxièmement, c'est extrêmement nocif pour la santé humaine, et en plus de ça, ça modifie les rendements des cultures. Ça c'est la première chose, mais j'ai aussi parlé des aérosols organiques secondaires, qu'on appelle aussi AOS. Donc eux, en tout cas certains types d'AOS, participent au trou qui est fait dans la couche d'ozone, cette fois-ci dans la stratosphère. Donc là, il y a vraiment un double enjeu au niveau de l'étude des coves dans l'atmosphère. Et ensuite, les coves sont dangereux par eux-mêmes, pas tous, mais par exemple je parlais du chloroforme précédemment, et bien justement le chloroforme est toxique pour l'humain, à des concentrations assez faibles, il peut augmenter les chances de développer l'asthme, et aussi il pose des problèmes lors du développement du fœtus. Bon, maintenant l'introduction est terminée, il va falloir se mettre au boulot. Cette mise en contexte était vraiment super importante, ça fait partie intégrante de la méthode scientifique, parce que forcément on ne fait pas des expériences comme ça parce que ça nous fait plaisir. Non, on fait des expériences parce qu'il y a un contexte à améliorer, et peut-être que cette expérience-là bouleversera le contexte actuel, c'est-à-dire l'état actuel de nos connaissances sur le sujet. Bref, tout commence sur le terrain, dans des parcelles qui ont été amendées de différentes façons, dans lesquelles on prélèvera nos échantillons, dans lesquels sont cachées nos bactéries. Et rien que ça représente déjà pas mal de boulot, puisqu'il y a une journée complète pour récupérer seulement les échantillons. De plus, le site est géré par l'INRA, qui est l'Institut National de Recherche Agronomique, qui fait partie de nos gros instituts de recherche en France. Il y a quand même 2 personnes qui travaillent à temps plein, toute l'année, sur le site. Parce que le projet, je le rappelle, est une grande collaboration. D'où le fait qu'il y ait l'INRA, voilà. Parce qu'ici, on est au CNRS, en fait. Je l'ai pas dit, voilà. On va donc échantillonner et encore échantillonner. En plus des conditions évoquées, à savoir les différents dosages de caca en tout genre, vous prendrez soin d'échantillonner du sol qui n'a pas reçu d'amendement. C'est ce qu'on nomme un contrôle. Et là, déjà, vous êtes devant l'un des premiers outils de la méthode scientifique dont on va parler aujourd'hui. Le contrôle est un ou plusieurs échantillons qui sont, si je puis dire, neutres. Ils n'ont subi aucun traitement, à savoir les traitements dont je vous ai parlé, donc des amendements. Ça veut dire donc qu'ils ne sont pas influencés par ces traitements. Et si je compare mon contrôle avec les échantillons qui, eux, ont subi un traitement, je saurai si mes amendements ont un impact ou pas. Dans le même style, on peut aussi décrire le témoin négatif qui, en l'occurrence, dans cette expérience, serait du sol qu'on aurait stérilisé, donc on en aurait retiré absolument toutes les bactéries. Les témoins négatifs sont ultra importants dans de très nombreuses manips, notamment parce qu'ils permettent de savoir si vos échantillons sont contaminés ou non. Donc c'est bien de le savoir quand même, quand c'est contaminé. En effet, si en fin d'expérimentation, par exemple, mon témoin négatif comportait des bactéries alors qu'il a été stérilisé, cela voudrait dire que durant les manipulations, quelque chose l'a contaminé, ce qui signifie également que mes autres échantillons aussi auraient pu l'être. En d'autres termes, la manip est foirée. Les échantillons qui ont été récupérés sur le terrain ont été mis dans des sacs. On a récupéré ces sacs et on va prendre soin de mettre un petit peu de terre dans ce genre de tubes qui sont des tubes Falcon, ils sont assez caractéristiques avec leur petit capuchon bleu là. Et on fera bien attention à mettre la même quantité de terre dans chacun des tubes Falcon, et pour ça on va utiliser les balances qui sont à côté de moi, qui sont des balances de précision. Vous reprendrez bien un petit peu de méthode scientifique. Et ça c'est un truc super important, cette histoire de peser, le fait de vouloir mettre absolument la même quantité de terre dans mes petits tubes. Ça rentre dans un tas de détails qu'on nomme la standardisation. J'ai une question, est-ce que mes apports en caca ont un impact sur le nombre de bactéries dans mes sols? Je veux être sûr de répondre à cette question et seulement à cette question. Je dois donc faire en sorte que rien n'interfère. Si certains échantillons que je vais traiter sont plus gros, il y a une chance pour qu'au final, ces échantillons comportent plus de bactéries. Mais juste parce qu'ils sont plus gros, mes échantillons, pas parce qu'on y a mis du lisier ou tout autre produit. Je dois donc éviter ça. Mon protocole que les chercheurs ont mis en place est conçu pour ça. Et outre cette standardisation, durant toute l'expérimentation, on va faire en sorte d'éviter de biaiser les résultats. En d'autres termes, fausser les résultats. Pour éviter ça, par exemple, on va mettre nos échantillons au congélateur pour éviter que de nouvelles bactéries se propagent. On va aussi mettre des produits chimiques assez particuliers qui vont éviter que de nouvelles bactéries arrivent. Et puis accessoirement,
On essaye d'éviter de cracher dans les tubes, hein, mais bon. Bon, par contre, c'est pas tout ça, il va falloir y aller, puisque maintenant que mes échantillons de terre sont prêts, eh bien il va falloir que j'en isole les bactéries, et sans les casser, voilà. Donc j'ai un protocole à faire au laboratoire, on va y aller, et même si ce sera un passage avec musique et en accéléré, on va faire pas mal de pauses quand même, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Bref, c'est parti. Et finalement, on fait déjà une petite pause, puisque vous aurez certainement remarqué eh bien, que je porte une blouse, que je mets des gants et que je nettoyais ma paillasse avant de commencer à travailler. Suivant. En somme, je veux faire en sorte de me protéger moi, mais également mes échantillons. Je ne veux pas que, avec les gants par exemple, que les bactéries qui se trouvent sur mes mains aillent dans mes échantillons, ce serait quand même dommage. Et puis oui, je pense à moi, parce que j'utilise des produits dangereux, donc de temps en temps je travaille sous cette sorbonne qui aspire l'air vers le haut, et donc me protège. Parce que bah, mine de rien, je suis pas venu ici pour souffrir, ok ? Ok. Vous avez rien remarqué depuis tout à l'heure? Cette manie que j'ai de répéter plusieurs fois les mêmes opérations? Oui, ça peut sembler parfaitement fastidieux. Et pour être franc, par moments, ça l'est. Et pourtant, c'est parfaitement indissociable de la recherche et de la démarche scientifique. Effectivement, là, sur la centaine d'échantillons que j'ai à traiter, eh bien certains, pourrait-on dire, sont quasi identiques. Et on va détailler ça un petit peu, parce que c'est ce qu'on appelle des réplicas. Si je résume, nous trouverons deux sortes de réplicas. Ceux qui sont dits expérimentaux, à savoir que nous avons des échantillons différents pour une même modalité. Par exemple, sur 4 parcelles différentes, j'ai pris un échantillon dans chacune, mais chacune de ces parcelles a subi le même traitement. Et nous avons les réplicas techniques. Pour une même modalité, je dispose du même échantillon plusieurs fois. Ici, sur une même parcelle, on prendra 3 prélèvements, qu'on mélangera pour les homogénéiser, et on les séparera en 3 à nouveau, en 3 réplicas techniques. Les réplicas sont importants, ils permettent d'obtenir plus de données, mais surtout, ils permettent de rendre ces données plus fiables, puisque plus tard, tous nos résultats seront traités statistiquement. Car il faut garder à l'esprit que le nombre de bactéries dans mes échantillons, d'un échantillon à l'autre, justement, ça peut varier, voire parfois être aberrant de temps en temps. Pour faire simple, voici 2 échantillons sans réplicas. On trouve des bactéries à l'intérieur. Si maintenant je fais la même chose, mais avec des réplicas, vous voyez que je vois davantage de choses sur les bactéries trouvées. Le nombre varie, par exemple. J'ai donc plus d'informations. Observer cette variation est un nouvel indispensable de la méthode scientifique. Quand on va traiter les données statistiquement, au lieu d'avoir un seul chiffre, je vais avoir toute une gamme, ce qui n'est pas du tout pareil. Quand je vais comparer mes modalités entre elles, j'en tiendrai compte et cela me permettra de savoir si mes échantillons sont vraiment différents entre eux. Parce que c'est ça qu'on veut savoir. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que le nombre de mes bactéries est différent d'une modalité à une autre modalité? Voilà. Et pour être sûr que cette différence soit dite significative, je vais devoir tenir compte de cette dispersion, de toute cette gamme de mes réplicas. Pour que vous compreniez bien, on va faire un dernier schéma. Si je vous montre ces 2 données, on voit bien qu'elles sont différentes. Je pourrais même dire que je n'ai pas besoin de tests statistiques pour le prouver. Vous me croyez? Mais si j'ajoute tous ces réplicas, bien malin celui qui pourra me dire si mes 2 lots sont différents. Il faudra faire un test statistique pour répondre à cette question. Car il se pourrait très bien que là, en l'état, mes 2 lots ne soient pas différents. Et ça, c'est le piège. Maintenant, vous savez tout. Bref, c'est pas tout ça, mais j'ai toujours pas récupéré mes bactéries de mon sol, donc je risque pas de pouvoir les compter. J'étais donc en train de les resuspendre dans de l'eau salée. Voyez la différence par vous-même. Ce petit mélange dans lequel se trouvent mes bactéries va être déposé sur un produit dense. Vous voyez donc mes bactéries qui restent en surface.
Maintenant, étape ultra importante, je vais centrifuger le tout, à 4000 tours minute pendant 40 minutes. Mais est-ce que vous savez ce que c'est seulement une centrifugeuse? On est devant la centrifugeuse, elle tourne donc très très vite, c'est là où nous mettons nos tubes, et elle tourne tellement vite qu'elle est donc un excellent moyen de séparer les éléments. Donc les éléments les plus lourds iront au fond du tube, là où les plus légers resteront en surface, c'est logique. Et donc si on suit cette logique, on est d'accord que la terre qui se trouve dans mes tubes va couler au fond, alors que mes bactéries vont plutôt rester en surface parce que forcément elles sont plus légères. Voilà. Et quand on n'a pas l'habitude de l'utiliser, c'est vrai que ça fout un petit peu les jetons, quoi, parce que ça peut quand même aller très très vite, hein. Il y en a qui sont beaucoup plus rapides que celle-ci. Donc oui, on a un petit peu peur que ça explose, quoi. Ainsi, après la centrifugation, j'ai donc mon tube avec au fond les débris de terre, au-dessus mon produit dense, jauni à cause de la matière organique, au-dessus ma solution de NaCl, le sel quoi, et au milieu, à l'interface, une petite zone floue, ce sont mes bactéries. Et puisqu'on en a papoté, je vais récupérer mes bactéries avec une pipette. Les pipettes, elles sont extrêmement utilisées, c'est peut-être la chose la plus utilisée en laboratoire, et elle me permet en fait de récupérer de tout petits volumes de l'ordre du microlitre, parce qu'on travaille sur de toutes petites choses, hein, ADN, bactéries et compagnie, et en quelque sorte on peut dire que c'est mon arme de service. Je l'ai contaminé là? Alors tout ça c'est bien beau, mais maintenant, toutes ces bactéries, qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien c'est très simple, je vais les passer dans cette machine qui est derrière moi, c'est un cytomètre en flux. Le cytomètre en flux est une machine qui, bien qu'elle soit un petit peu difficile à régler, repose sur un principe assez simple à comprendre, qui va nous permettre de compter nos bactéries, puisque c'est bien et bien le but de l'opération, je le rappelle. Je vais donc faire entrer mon mélange dans la machine, et les bactéries s'y trouvant vont passer une par une devant un laser. Selon la taille et la forme des particules, les bactéries, la lumière émise par laser va être plus ou moins déviée. Une fois qu'on a passé nos échantillons, eh bien on obtient un résultat qui est affiché sur l'ordinateur et qui est sous la forme d'un graphe. Et dans ce graphe, ce qu'on peut observer, c'est qu'il y a des nuages de points, et en fait chaque nuage de points va correspondre eh bien, à un type de particules, donc là en l'occurrence nos bactéries. Mais pour le coup, c'est pas vraiment le graphique qui nous intéresse, mais plutôt le nombre d'événements. Ce chiffre-là se trouve également sur l'ordinateur, en même temps que le graphe, hein, bien sûr, et ce nombre d'événements, c'est tout simplement le nombre de particules qui est passé devant le laser. Donc nos bactéries. Donc comme nous on se contente de compter les bactéries, c'est notre résultat, c'est bon, on a terminé. Voilà, cette expérimentation est terminée, il n'y a pas de conclusion ou de résultat à vous montrer, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas fini, que ce n'est pas encore publié. Donc ça, on verra ça dans un autre épisode, plus tard, où on expliquera ce qu'est la publication scientifique, qui est en fait un peu la résultante de tout ce dont on vient de parler. C'est l'objectif du chercheur et des doctorants, de publier, mais on y reviendra plus tard. Du coup, cet épisode se termine, et j'espère qu'il vous a bien plu, parce que moi ça m'a plu de tourner ça ici, c'était un contexte totalement différent. Donc n'hésitez pas à la partager bien sûr, et je vous rappelle qu'il y a l'épisode pilote quelque part dans la description, et voilà. Du coup il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un prochain épisode de l'Envers de la blouse. Salut! Juste une dernière petite chose avant de terminer, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, cette vidéo est un peu plus dense que d'habitude, je me ferai donc une joie de vous faire un petit vlog pour répondre à toutes ces questions. Voilà, allez, à bientôt.